Il est 3h27 du matin à Satsuma, en Floride, alors qu'une jeune femme contacte les services de police pour signaler la disparition de sa belle-fille, qui a seulement 5 ans. You said your back door was wide open? Yeah, it was brick. Like, the brick on the floor. Like, when I went to sleep, the door was not like that. What is the brick? It's on the back, on the stairs. Like, we have, like, a walkway. And there was a brick laying there? Yes, it's still there. Was your back door locked, do you know? Yes, but that's what always stays locked. Man, I need somebody to get here now. I just got home from work. My 5-year-old daughter is gone. I need Okay. somebody to be here now. I'm telling you. Listen to me. We got 2 officers. If I find whoever has my daughter before y'all do, I'm killing them. I don't care. I'll spend the rest of my life in prison. I'm telling you, you can put it on record and I don't care. Elle explique au téléphone s'être levée vers 3h du matin pour aller aux toilettes et lorsqu'elle est allée aux toilettes, c'est là qu'elle s'est rendue compte que la porte arrière de la maison était entrouverte et qu'un bloc de béton bloquait la fermeture de la porte. Prise de peur, elle a enlevé le bloc de béton, elle a refermé la porte et l'a verrouillé. En retournant vers sa chambre, qui, soit dit au passage, sa chambre était constituée de 2 matelas, le sien et celui de ses beaux enfants, donc les enfants de son compagnon. En retournant à la chambre, c'est là qu'elle réalise qu'il manque un enfant, sa belle-fille de 5 ans. Les policiers se rendront donc à la maison mobile en seulement quelques minutes, mais en seulement quelques secondes, ils se rendront compte que le scénario ne tient pas du tout debout. Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire qui est, je pense, assez connue dans l'histoire du true crime. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Hailey Cummins qui a fait manchette et qui a beaucoup fait parler. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous présenter la base de cette histoire, soit les personnages, donc les personnes qui font partie de cette affaire-là. Ronald est né et a grandi en Floride le 4 avril 1981 dans un milieu modeste mais très instable. On en connaît peu sur son enfance, par contre on sait qu'il va quitter l'école très rapidement et qu'il va être élevé, selon certaines sources, par ses grands-parents. Par contre, il faut savoir que c'est des rumeurs et que je n'ai pas trouvé d'article qui confirme à 100% que c'est ses grands-parents qui l'ont élevé. Par contre, on sait que ses parents à lui, ses parents biologiques, sont pas vraiment dans le décor. D'ailleurs, on sait qu'il a grandi dans un quartier très défavorisé, on va dire ça, comme ça, dans un environnement très chaotique où est-ce que c'était normalisé des comportements à risque, donc des drogues, des fréquentations criminelles, de l'alcool également, et même là en bas âge. On sait que Ronald va devenir père à l'âge de 22 ans de son premier enfant, soit Hailey Cummins, avec Crystal Sheffield qui, ma foi, elle aussi, a un passé très instable et pas mal ressemblant à celui de Ronald. Ronald et Crystal vont avoir ensemble 2 enfants, donc Hailey et son petit frère. Et on sait que le mariage ne durera pas très longtemps puisque Crystal va disparaître assez vite du décor. En fait, au moment des faits, ça faisait environ 4 ans que Crystal n'avait pas vu ses enfants. Et donc, avec des problèmes qui fait en sorte que la garde des enfants était incompatible avec Crystal, le juge va ordonner à Ronald qu'il devienne le parent gardien des 2 enfants, donc c'est lui qui va avoir la garde. Et donc, Ronald, les enfants vont déménager dans une maison mobile, une genre de caravane à Satsuma, dans une zone rurale. On va décrire cette caravane-là, donc cette maison mobile-là, comme très petite. Évidemment, il y avait juste une chambre, donc on sait que tout le monde dormait dans la même chambre. On sait que la caravane était très mal sécurisée et fréquentée par plusieurs adultes différents.
Donc, il y avait toujours du monde dans la caravane. Et ce qui veut dire qu'il y avait donc beaucoup de monde qui était en contact fréquemment avec les enfants. Et on sait que dans une entrevue, Ronald va avouer que la porte arrière de la caravane, donc la maison mobile, était souvent pas verrouillée. Quelques mois avant les événements, soit vers la fin 2008, on sait que Ronald va commencer une relation avec une jeune fille qui s'appelle Misty Crosslin. Et il faut le noter ici, elle a seulement 17 ans. Alors que Ronald en a 26-27, donc ils ont à peu près 11 ans de différence. Et Misty va vite emménager chez lui. Bon, tout d'abord parce qu'ils s'aiment, mais aussi parce que ça avantage beaucoup Ronald. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Ronald a un travail de nuit, ce qui fait que, il peut pas être là pour ses enfants. Et donc, en rencontrant Misty, qui d'ailleurs ne va pas à l'école, donc elle a abandonné l'école très tôt elle aussi, ça crée et ça fait une gardienne pour les enfants pendant la nuit. Donc, lui, la nuit, il va travailler, Misty garde les enfants, au matin, Ronald revient, les deux ou Ronald ou Misty vont porter les enfants à l'arrêt d'autobus. Et par la suite, Ronald retourne se coucher et Misty vaque à ses occupations dans la maison. Et là, on va parler un peu plus en détail de la relation entre Ronald et Misty. J'ai vu dans plusieurs documents, dans plusieurs articles, que ce serait Ronald qui aurait poussé volontairement Misty à prendre de la drogue et donc à devenir accro à la drogue pour avoir une meilleure emprise sur elle. Par contre, on n'a jamais entendu ça de la bouche des parents de Misty ou encore de Misty elle-même. Ça reste des spéculations, mais je tenais quand même à vous le dire parce que ça fait partie intégrante de l'affaire. Donc, toute spéculation ou encore ce que les articles traitent, c'est sûr que je vais vous en parler ici. Mais évidemment, je vais vous dire avant si c'est des spéculations ou si c'est vraiment avéré de la bouche des protagonistes directs. Donc ici, il y a beaucoup d'articles qui ont mentionné que Ronald, au vu de ses 11 ans de différence avec Misty, il y avait beaucoup de drogue et d'alcool dans la maison. Et oui, on peut même dire que les deux enfants de Ronald, étaient près de ce monde-là. Et ils auraient pu souvent tomber sur ça. Mais bref, on sait pas si vraiment Ronald a forcé Misty à prendre la drogue parce que si on regarde dans le passé de Misty, elle aussi, elle avait déjà des problèmes de drogue et d'alcool, de consommation. Elle avait déjà des problèmes avec ses relations et dans sa vie en général. C'est une jeune fille qui a abandonné l'école très tôt. Et donc, elle était déjà très instable. Donc, je pense pas, moi, personnellement, que ce soit volontaire. Par contre, lorsqu'on prend une personne très jeune, qui est déjà instable, qui n'a pas eu une sécurité dans son éducation ou dans ses relations avec ses parents, et qu'on met cette personne-là dans un environnement à risque, donc la maison mobile de Ronald, où il y a de l'alcool puis de la drogue à volonté, évidemment que ça va rendre encore plus instable la personne. Mais est-ce qu'on peut vraiment mettre ça sur la faute de Ronald? Oui, c'est lui l'adulte là-dedans, mais on va voir ce qui va arriver plus tard. Je suis pas sûre. Donc, je reste quand même très sceptique. Mais bon, on verra ce que vous en pensez. Donc, entre Ronald et Misty, il y avait beaucoup de disputes très fréquentes, il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de consommation de drogue dans l'entourage. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de personnes qui allaient dans la maison mobile, donc la caravane, je sais pas trop comment on dit, mais dans la maison mobile, et c'était fréquenté par beaucoup d'adultes qui consommaient tous. Donc, lorsqu'ils venaient, c'était pour consommer, faire le party. C'était pas pour venir prendre un café et discuter de tout et de rien. Et on sait que leur relation, ainsi que la relation avec les autres, était très instable également. Donc, une fois, il y avait un ami qui venait, le lendemain, c'était plus leur ami. Bref, c'était comme ça, souvent. Par contre, ce qui est mentionné, c'est que il y a aucun signalement qui va être officiel puis qui vont conduire à l'engagement des services sociaux, donc chez Ronald Cummins. Et donc là, si on fait un petit résumé de la chose, Crystal
est parti du décor. On se retrouve avec Ronald, qui est un père monoparental avant sa rencontre avec Misty. Il travaille de nuit, il n'y a pas de gardienne, il y a beaucoup de drogue, d'alcool dans la maison. La maison, elle est petite. On peut dire que c'est une vie dans la pauvreté. Les enfants n'ont pas de sécurité, ils sont pas stables dans la vie. Et là, on a une belle-mère qui va arriver dans le décor, qui a 17 ans, qui a abandonné l'école, qui a déjà des antécédents avec l'alcool et la drogue, et elle a une très grande immaturité émotionnelle. Évidemment, elle a 17 ans, là, on peut pas y en vouloir vraiment, là. Mais elle se retrouve du jour au lendemain avec beaucoup de responsabilités, notamment celle de surveiller des enfants donc toute la nuit. Et cette immaturité-là émotionnelle, je pense que Ronald l'a bien vu, puisque la nuit de la disparition, en fait la soirée de la disparition, il va appeler sa mère pour qu'elle vienne faire un tour à la maison. Et il va également appeler le frère de Misty pour qu'il vienne faire un tour à la maison. Pourquoi faire alors qu'il n'est pas là? Peut-être pour s'assurer que les enfants soient entre bonnes mains? On sait pas trop. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé minute par minute dans la soirée de la disparition de Hailey? Donc, on sait que la soirée du 9 février 2009, c'était une soirée plutôt banale. On sait que Ronald va partir de la maison pour aller travailler et donc Misty va rester avec les deux enfants. Selon Misty, elle va coucher les enfants à 20h30 et par la suite, elle va faire du ménage jusqu'à 22h où par la suite, elle-même, elle va se coucher. Donc là, on va se rappeler que la maison mobile comporte seulement une chambre. Donc, quand elle couche les enfants, ben, elle les couche littéralement dans sa chambre à elle, sur un matelas à terre. Et lorsqu'elle va se coucher, elle se couche sur son matelas à elle, dans la même chambre. Donc, tout le monde est dans la même chambre. Et il faut savoir que dans cette chambre-là, il y a une salle de bain attenante. OK? Ça, c'est quand même important comme information. Et donc, vers 3h du matin, Misty va se réveiller pour aller aux toilettes. Et là, au lieu d'aller dans la salle de bain attenante, elle va aller dans l'autre salle de bain qui est en fait à l'arrière de la maison mobile. Et dans cette salle de bain-là, c'est pas juste une salle de bain, c'est une salle de lavage et il y a une porte donc qui mène à l'arrière, donc à la cour. Et c'est là qu'elle va se rendre compte que la porte est ouverte et qu'au bas de la porte, il y a un gros bloc de béton qui retient la porte ouverte. Elle va avoir peur, elle va donc retirer le bloc de béton, elle va fermer la porte et elle va barrer la porte. Elle va ensuite retourner à sa chambre, bon, je pense qu'elle va aux toilettes entre-temps, elle va retourner à sa chambre et c'est là qu'elle va réaliser que sur le matelas, il manque un enfant. Donc, le petit frère de Hailey est couché là. Par contre, Hailey n'est pas là. Et donc, c'est là qu'elle va se mettre à faire le tour de la maison mobile et à chercher Hailey. Et donc, elle va chercher partout dans la maison, mais également à l'extérieur de la maison. Il n'y a personne. Ronald revient de travailler et c'est là qu'elle lui dit que Hailey a disparu, qu'elle la cherche depuis près de 30 minutes et qu'elle ne la trouve pas. Ronald va commencer à fouiller lui aussi en disant à Misty d'appeler la police. Et donc, c'est là qu'elle va appeler la police. You said your back door was wide open? Yeah, it's with brick. Like the brick on the floor. Like when I went to sleep, the door was not like that. What is the brick? It's on the like on the stairs. Like we have like a walkway. And there was a brick laying there? Yes, it's still there. Was your back door locked, do you know? Yes, but that's what always stays locked. Man, I need somebody to get here now. I just got home from work. My 5-year-old daughter is gone. I need Okay. somebody to be here now. I'm Listen telling to you. me. We got two officers. If I find whoever has my daughter before y'all do, I'm killing them. I don't care. I'll spend the rest of my life in prison. I'm telling you, you can put it on record and I don't care. Et là, je viens de me rendre compte que mon micro n'était pas branché. Donc sûrement que depuis le début de la vidéo, c'est un son de merde. Alors là, les policiers arrivent chez Misty et Ronald. Misty explique la situation. Et là, les forces de l'ordre, donc la police, vont faire le tour de la maison mobile, le tour du quartier. Et c'est étrange parce qu'il n'y a aucune entrée par effraction. Donc, ils doutent très fortement que l'enlèvement proviendrait de l'extérieur. Il n'y a pas de fenêtre brisée, il n'y a pas de fenêtre déverrouillée.
Il n'y a pas de traces de pas non plus dans la maison. Il n'y a absolument rien qui dénote qu'il y a quelqu'un qui est entré dans la maison, qui s'est dirigé vers la chambre et qui aurait décidé de prendre la petite fille et partir. En fait, c'est quand on y pense, c'est quand même assez étrange parce que si on fait ça à un enfant pendant qu'il dort, ben il va se réveiller et il va se mettre à crier ou il va faire du bruit. Sachant que il y a déjà 2 personnes dans la chambre qui dorment avec Hailey, donc Misty et son jeune frère. Là, il n'y a personne qui a entendu quoi que ce soit. Misty s'est pas réveillée et son frère non plus. Donc, c'est étrange. Par contre, même si les policiers trouvent ça étrange, évidemment, ils vont se mettre à chercher et il y a des fouilles massives qui vont commencer. Malgré que ce scénario soit extrêmement rare, ça peut arriver. Et on en a déjà parlé sur ma chaîne YouTube d'un enlèvement d'un enfant directement de son lit, soit l'affaire du bébé Lindbergh. Vous vous en souvenez, j'en ai parlé, je vais mettre le lien de la vidéo dans la barre de description. Donc après cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien et aller écouter cette vidéo. C'est vraiment bizarre dans ce cas-là aussi, surtout sachant que la chambre du bébé Lindbergh se trouvait au premier étage de la maison. Donc, il s'est fait enlever de son lit. On l'a bien vu que par la fenêtre, il y avait eu une entrée par effraction du premier étage. Donc, c'est quand même assez rare, mais ça existe. On a également d'autres cas. On a aussi le cas de Maddie McCann qui, elle aussi, s'est fait enlever de son lit dans un resort alors qu'elle était en voyage avec ses parents. On a également le cas de Elizabeth Smart qui, elle aussi, s'est fait enlever de son lit en pleine nuit alors qu'elle dormait avec sa propre sœur. Et on a aussi le cas de Lisa Irving qui, elle aussi, s'est fait enlever de son lit. Bon, c'est quelques cas parmi plusieurs cas différents. C'est très rare, mais ça se peut. Et donc, pendant les 3 premiers jours après la signalisation de la disparition de Hailey, il y a des fouilles massives qui vont commencer. On a des policiers, des chiens pisteurs, des hélicoptères, on a même des bénévoles qui vont faire le tour des bois, des rivières, des fossés et des terrains vagues situés dans le quartier. Et pourtant, on ne retrouve absolument rien. Donc là, on a une enfant qui a complètement disparu de la circulation. Il n'y a pas de scène de crime parce que la maison ne démontre absolument rien qui concorderait avec un enlèvement. Pas d'entrée par effraction, pas d'empreinte digitale, pas de traces de débat et aucun corps, rien, nada. C'est comme si la petite fille avait complètement disparu du jour au lendemain de la circulation parce qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a aucun vêtement et aucune trace d'Hailey qui va être retrouvée. Et c'est là que commencent les interrogatoires. En effet, lorsqu'un enfant disparaît, on va interroger la famille la plus proche, que ce soit les parents, les frères, les sœurs, les amis. Et là, on sait que Junior, le petit frère de 3 ans de Hailey, va être interrogé par la police, mais également par une psychologue judiciaire spécialisée pour les enfants. Et donc, ce qu'il va dire, c'est que, bon, il faut prendre ça avec des pincettes parce que c'est un enfant de 3 ans, ok? Un enfant de 3 ans va facilement se tromper entre un jour ou un autre, entre un temps de la journée ou un autre, et il peut mélanger plusieurs événements ensemble. Et ça, on l'a vu dans plusieurs cas aussi. Donc, Junior va dire que, ben oui, il dormait, mais qu'il se rappelle pas, il sait pas. Ensuite, il va commencer à parler d'un homme qu'il aurait vu entrer dans la chambre, prendre sa sœur et s'en aller. Un peu comme dans le cas d'Elizabeth Smart, elle était beaucoup plus vieille évidemment, donc elle sait ce qui s'est produit, ça l'a réveillée. Elle aurait vu un homme prendre Elizabeth Smart, sa sœur, et partir, sortir par la fenêtre. Bon, dans ce cas-ci, c'est à peu près la même chose. Junior a vu un homme prendre sa sœur Hailey et partir. Ok, mais à part ça, on n'a rien d'autre et il n'y a absolument rien qui va corroborer ce que Junior dit, tout simplement. Et là, à ce moment-là, on se demande, est-ce que c'est pas Misty qui aurait mis en tête à Junior qu'il y a un homme qui est rentré dans la maison pour que lorsqu'il se fasse interroger, ben il parle d'un homme, donc littéralement du kidnapping. Ronald, lui, coopère immédiatement.
il le supplie, les enquêteurs, mais également les téléspectateurs, donc les bénévoles, les citoyens, d'aider à retrouver sa jeune fille de 5 ans qui, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais elle souffrait du syndrome de Turner, ce qui engendrait beaucoup de rendez-vous médicaux chaque mois. Donc, les policiers vont lui faire passer le détecteur de mensonges, donc le polygraphe, et à chaque fois, les résultats sont non concluants et il n'y a absolument aucune preuve contre lui de quoi que ce soit. Donc, on va comme l'éliminer en tant que suspect parce que, ça a été confirmé, il travaillait là, cette nuit-là. Par contre, parenthèse, à chaque fois que je vois une affaire criminelle comme ça, je me dis, OK, le père travaillait, mais dans la journée, est-ce que Hailey, elle a été vue par quelqu'un, par des témoins vivantes? Parce que je trouve ça assez facile de, mettons d'enlever, comme dans ce cas-ci, de retirer Ronald des suspects potentiels alors qu'il était au travail. Mais si Hailey a pas été vue de la journée par personne, si mettons elle est restée dans la maison, qu'elle n'a pas joué avec aucun ami, qu'elle n'a pas joué dehors, qu'aucun voisin ou témoin l'a vue, ça aurait pu être le père et Misty qui aurait fait quelque chose et que la petite fille serait décédée et que là, pour pas éveiller aucun soupçon, le père va aller travailler, faire sa soirée comme si rien n'était et là, le plan c'est que dans la nuit, Hailey est plus dans son lit, on appelle la police et voilà, ça passe comme dans du beurre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à chaque fois que je vois une affaire criminelle comme ça, je me dis, même s'il y a un alibi, de quand il est parti travailler. Son patron, il a été appelé, et oui, il travaillait. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que la victime, elle a été vue avant par quelqu'un? Bref. Mais jusque-là, Ronald est vraiment éliminé des suspects. On va vraiment plus se pencher sur Misty. Parce que au cours de l'enquête, elle va souvent changer de témoignage. Comme si elle savait pas trop. Elle a pas l'air toute là. Elle a l'air de pas trop comprendre les questions, ni même savoir quoi dire. Et à un moment, elle dit même « I don't know ». Donc, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là? Je sais pas. Et là, c'est ça. Comme je disais, au fur et à mesure des interrogatoires, parce qu'elle va être interrogée plusieurs fois, elle va changer de version à chaque fois. Donc, la première fois, elle va dire que, Hailey était juste pas dans son lit. La deuxième fois, elle va dire qu'elle s'est fait enlever par un homme inconnu qui était en noir. Donc, elle l'aurait vu. Elle va également changer les heures de la soirée. À un moment, elle va dire que la porte était pas barrée. À un moment, elle va dire qu'il y avait un bloc de béton qui retenait la porte ouverte. Et à un moment, elle va même changer la disposition des enfants. Parce que là, elle mentionne que souvent, les enfants venaient la rejoindre dans le lit. Donc, il y a pas vraiment de détails sur ça, mais j'imagine que à un moment, elle a sûrement dit « Ah Junior dormait avec moi et Hailey dormait seule dans le lit. Donc, c'est pour ça que Junior s'est pas réveillé et moi non plus. Parce qu'elle était plus loin dans la pièce. » Bref, on sait qu'elle change beaucoup et elle va vraiment devenir le centre de l'attention dans l'enquête parce qu'elle est bizarre. Et on sait que justement que Misty va échouer le test du polygraphe à plusieurs reprises, en fait, à pas mal toutes les fois, sinon les résultats sont non concluants. Évidemment, comme je le dis dans plusieurs vidéos, le polygraphe n'est pas reconnu en cours, on peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que le polygraphe ne va pas détecter si tu mens ou pas. Il va plutôt détecter ton niveau d'anxiété, ton niveau de stress et tes battements cardiaques. Donc, plus tu mens, plus tu es stressé et plus tes battements cardiaques vont être élevés. C'est la seule chose qu'il va détecter. Il va pas détecter si « Ah, ça c'est la vérité » ou non. Donc, c'est pas toujours concluant. Il y en a qui vont dire la vérité, mais lors de contextes comme ça, comme un enlèvement ou même un meurtre, il y a des gens qui sont tellement stressés que même s'ils disent la vérité, ils peuvent échouer le polygraphe. Et il y en a d'autres, au contraire, qui sont tellement calmes, qui ont tellement une facilité à mentir que le polygraphe ne détecte pas les battements cardiaques accélérés, l'anxiété, la sudation de la peau, qu'il va penser que la personne dit la vérité alors que c'est elle la coupable. Et donc là, on se retrouve avec la police qui enquête et qui réfléchit. La piste de l'enlèvement extérieur, selon eux, elle est extrêmement hautement improbable parce qu'il n'y a aucune trace, aucun témoin, puis aucun mobile crédible. Pourquoi?
quelqu'un serait entré dans la maison pour enlever Hailey, ne demander aucune rançon, rien du tout. Il n'y a pas de trace, il n'y a rien. Bizarre. Ensuite, on va parler plutôt de la piste interne au foyer. Donc, il se serait passé quelque chose dans la soirée. Soit du moment où Misty aurait couché les enfants, donc à 20h30 jusqu'à 3h du matin, et à 3h27 au moment où elle appelle la police. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait pas. C'est une zone d'ombre dans la chronologie des faits. Et donc, pourquoi on va prioriser ça, donc la piste interne au foyer? Ben, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, il y avait de la drogue dans la maison, il y avait de l'alcool, il y avait beaucoup d'adultes qui venaient dans la maison, qui repartaient. Donc, la maison était tout le temps remplie de personnes. Et c'était des personnes qui, sans vouloir juger personne, prenaient de l'alcool, de la drogue. Et parfois, il y a des gens sous effet de ça, ben ils vont changer de comportement, peuvent devenir violents, peuvent devenir agressifs, bref, il peut se passer plein de choses. Et en plus de ça, ben on va parler de l'âge de Misty, qui a 17 ans. Son état émotionnel aussi, qui est jugé très instable et très immature, et de ses versions contradictoires. Donc là, il y a comme beaucoup de choses que, accumulées ensemble, évidemment, il va y avoir d'autres pistes qui vont être suivies par les enquêteurs. Donc, des délinquants sexuels locaux vont être recherchés. Il y en avait quelques-uns. Il y a également les proches de la famille qui vont être interrogés. Donc, les frères, les sœurs, les parents. Et là, dans un des derniers interrogatoires que Misty va faire, elle va mentionner Jeff. Donc, Jeff, qui est-il? C'est son cousin. Et il venait souvent chez elle, donc il se voyait une fois de temps en temps, et on sait que Jeff, lui, a pas vraiment d'antécédents judiciaires. On sait qu'il prenait de la drogue, oui, mais à part ça, il n'y a pas d'antécédents. Et elle va dire que cette soirée-là, ben, Jeff est venu la voir, et il est reparti. Il aurait pu revenir plus tard pour enlever Hailey. Et là, elle va dire que pendant cette soirée-là, il y a aussi son frère Jeffrey. Donc là, elle va donner une toute autre version aussi, qui ne fait pas pantoute avec le reste. Là. Donc, la soirée de la disparition de Hailey, Jeff serait venu, un petit 10-15 minutes, et il serait parti. Quand il est venu à la maison, il a vu Hailey. Il serait reparti. On sait que Jeffrey, le frère de Misty, est venu la voir comme Ronald aurait appelé Jeffrey pour qu'il vienne à la maison pour voir si tout est correct. Donc, Jeffrey serait venu à la maison, elle serait venue jaser avec, et il serait resté longtemps. Et là, à un moment, Jeff aurait pris Hailey de son lit, il l'aurait emmenée dans sa voiture, puis il l'aurait jetée dans la rivière Saint-John. Pendant qu'il est parti dans la voiture, on sait que le frère de Misty, Jeffrey, serait parti dans la sienne et aurait comme roulé après Jeff pour reprendre Hailey. Et Jeff se serait arrêté près de la rivière. Il aurait pris Hailey, il l'aurait lancé dans la rivière. Alors là, avec cette dernière version des faits, la police prend pas vraiment ça au sérieux, mais ils vont quand même tenter le coup. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir Misty de prison, qui d'ailleurs, comme je l'ai pas mentionné, mais vu que c'est une suspecte, elle a été emmenée en détention en attendant d'avoir plus de preuves. Et donc, elle se serait rendue à la rivière Saint-John et aurait dit aux policiers, oui, c'est là, et finalement, ben, il n'y a aucun corps qui a jamais été retrouvé. Donc, Hailey a jamais été retrouvée dans la rivière Saint-John, ça ne fonctionne pas. Et donc, le cousin, ben, il n'y a aucune preuve contre lui, il n'y a pas de casier judiciaire, il n'y a absolument rien, donc, il n'y a pas de preuves qui vont, de son implication, et il n'y a rien qui va être retenu contre lui. Donc, la police pense vraiment que Misty a décidé d'inclure Jeff dans la soirée pour que les soupçons soient orientés vers lui et pas vers elle. On sait également que Jeffrey va être interviewé par la police, donc le frère de Misty, et il n'y a aucune preuve, il n'y a absolument rien. Lui, il a rien vu. Là. Lorsqu'il est allé chez Misty, Hailey était là, mais il n'a pas couru après Jeff. C'est étrange. Malgré le fait que Hailey a bel et bien disparu, son corps n'a jamais été retrouvé. Et dans cette affaire-là, il n'y a pas de scène de crime. En fait, on sait pas. On sait pas ce qui s'est passé pendant cette soirée-là.
On n'a pas de sang, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Techniquement, on le sait qu'il s'est passé quelque chose et que Misty en sait bien plus qu'elle veut le dire. Mais évidemment que je pense qu'elle a participé à ce qui s'est passé, que ce soit volontairement ou involontairement. Mais jusqu'à aujourd'hui, le corps de Hailey a jamais été retrouvé. Dans cette affaire-là, Misty a été jugée et emprisonnée, mais uniquement pour parjure, obstruction, puis des démêlés avec la drogue, donc le trafic d'oxycodone. Et elle a été mise en prison pendant 25 ans. Ronald, lui, n'a pas été inculpé pour ça. Par contre, on sait qu'il a fait 15 ans de prison après pour avoir fait du trafic de drogue, soit du trafic d'oxycodone lui aussi. Et aujourd'hui, il est libéré. Il y a eu d'autres démêlés avec la police tout de suite après. Il a agressé un policier et il a été renvoyé en prison. Bon. Donc, c'est une super belle vie, tout ça. Et donc, après avoir travaillé sur cette affaire, il y a beaucoup de choses qui nous sont venues en tête. Qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là? On sait que, il y avait de la drogue dans la maison et que les enfants auraient pu tomber dessus. Est-ce que c'est ça qui se serait passé? Est-ce que pendant la soirée, Hailey serait tombée sur de la cocaïne peut-être ou d'autres sortes de drogues qu'elle aurait ingérées et aurait fait une overdose et serait décédée? Peut-être que Misty se serait débarrassée du corps de Hailey. Bref, on sait pas trop. En fait, Ronald a jamais été inculpé parce que il était pas là. Mais moi, comme je vous l'ai dit tantôt, je me demande toujours, tu sais, avant, il était là la journée. Donc peut-être qu'il se serait passé quelque chose et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent quelque chose, mais qui ne disent rien. Donc vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette enquête-là? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là? Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé vraiment là, à Hailey? Et est-ce qu'il y a des chances qu'on la retrouve? Je le sais pas. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disparaissent, puis on les retrouve jamais. Et je pense que dans beaucoup de disparitions comme ça, surtout un enfant, il y a des gens qui savent des choses. Et il y a beaucoup de gens qui disent jamais rien. Donc, on saura jamais, je pense, à moins que quelqu'un délie sa langue, peut-être sur son lit de mort, comme il y en a beaucoup qui font. Mais sinon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé son contenu. Et dites-moi en commentaire vraiment ce que vous pensez de cette affaire-là. Qu'est-ce qui est arrivé cette soirée-là ou cette journée-là? Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent.